Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Nous avons donc 1h30 devant nous pour parler de l'impact des nouvelles technologies sur nos sociétés et sur notre façon de connaître et d'apprendre. Un sujet passionnant, mais assez vaste. Donc avant de vous présenter nos intervenants, je vais rapidement introduire le sujet. Et pour cela, revenir en 2007. 2007, c'est l'année de l'arrivée de l'iPhone, un gadget qui a eu son petit succès ensuite. Et 2007, c'est aussi l'année d'une conférence qui est donnée par Michel Serres et dont le titre a inspiré la nôtre, puisqu'il s'agissait donc de la révolution culturelle et cognitive. C'est une conférence dans laquelle Michel Serres annonce à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Il dit « Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Donc nous n'avons plus besoin de calculer, plus besoin de mémoriser. Et en prenant le relais, l'ordinateur et nos smartphones ont libéré nos capacités cognitives pour l'imagination, pour l'invention. Et cette rupture-là, dans l'histoire de l'humanité, pour Michel Serres, ce n'est rien de moins que la 3e révolution après l'invention de l'écriture et l'invention de l'imprimerie. Alors bien sûr, c'était il y a 10 ans, donc c'était bien avant les progrès de l'intelligence artificielle que l'on connaît aujourd'hui et qui nous invitent à redéfinir à nouveau
le concept de l'intelligence humaine, puisque les machines deviennent capables de faire des tâches de plus en plus humaines. Donc dans ce contexte, pour certains, fusionner avec la machine serait la seule solution. Alors ça, c'est l'avis de Elon Musk, le très médiatique patron de Tesla. Pour lui, il rêve de doper nos neurones en les connectant directement aux ordinateurs pour qu'on ait un accès direct au cloud, à Wikipédia, à Google, voilà, pour faire de nous des encyclopédies sur pattes. Mais pour rester un peu plus dans le réel, ou en tout cas dans un futur proche, la question qui va nous occuper maintenant, c'est si les nouvelles technologies ont signé l'avènement d'un nouvel homme et de ce que Michel Serres appelle donc la petite poussette, que faut-il alors lui enseigner ? Sous quelle forme ? Selon une étude, plus de 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc nous allons vers l'inconnu. Comment on apprend et on enseigne quand on va vers l'inconnu ? Est-ce que c'est en enseignant le code dès l'école primaire ? Est-ce que c'est en adoptant tous les outils technologiques qui existent ? Voilà, donc je vais sans plus tarder vous présenter nos intervenants. Donc à ma droite, Anne Lalou. Après un parcours dans la banque d'affaires et le développement d'entreprise, vous dirigez aujourd'hui la Web School Factory, une école donc de management qui forme spécifiquement au métier du web et du numérique. Et c'est un cursus en 5 ans, donc vous m'expliquez que la première promotion vient tout juste d'être diplômée. Donc vous allez nous en dire plus. À ma gauche, Philippe Devost, vous pilotez Léonard. Léonard, c'est une structure du groupe Vinci qui est dédiée à l'innovation et à la prospective. Le but est de faire de la veille sur les métiers du futur de la ville et de développer des programmes d'incubation et d'accélération pour les startups. Vous avez commencé votre carrière chez France Télécom comme cofondateur de Wanadoo. Et juste avant Léonard, vous étiez en charge du volet économie numérique à la Caisse des dépôts. Et enfin, Sophie Stanton, vous avez passé 17 ans en Irlande pour Gateway Northern Telecom, puis IBM, et vous êtes aujourd'hui la directrice marketing et communication d'IBM France. Et je rappelle en 2 mots que IBM, pour le sujet de l'intelligence artificielle qui va nous occuper tout à l'heure, IBM mise sur l'intelligence artificielle depuis une 20aine d'années. Voilà. Alors pour vous rappeler simplement en 1 seconde, et après nous passerons aux questions, le déroulé de ce débat, nous allons donc d'abord échanger avec nos intervenants, puis ce sera la parole au panel qui est au premier rang, qui a préparé ce débat en amont. Et en 3e partie, ce sera donc à vous de poser toutes les questions que vous voudrez. Donc, la première question est pour Sophie Stanton. J'aimerais qu'on revienne, avant de parler de l'adaptation à cette transformation que nous vivons, en fait, la définition. Donc pour vous, en quoi consiste cette révolution culturelle et cognitive à laquelle nous assistons ? D'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Eh bien, pour moi, on est entré dans la 4e révolution industrielle. Et en fait, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une révolution industrielle qui, en fait, prend ses racines dans l'émergence, non pas d'une nouvelle énergie, mais en fait, dans l'émergence, on va dire, dans le potentiel même de nouveaux phénomènes technologiques. Donc il y a eu la première révolution industrielle, qui, je vous le rappelle, en fait, s'appuyait vraiment et se sourçait sur l'eau et la vapeur, et qui, en fait, a mécanisé toute la production. La 2e révolution industrielle, elle était basée plus, en fait, sur les énergies électriques, et elle a permis, en fait, de créer la production de masse. La 3e révolution industrielle, elle s'appuyait sur, on va dire, la technologie de l'information et puis sur les mécaniques. Et en fait, elle a permis l'automatisation des productions. Et puis pour finir, aujourd'hui, on rentre dans la 4e révolution industrielle, qui est aussi appelée l'industrie 4.0, qui, elle, se base sur le numérique et qui, en fait, est en train de bouleverser toutes les industries dans tous les pays. Donc effectivement, quand on regarde cette 4e révolution industrielle et qu'on se demande comment elle va en fait faire évoluer la culture et l'impact qu'elle va avoir, on se dit que ça ne peut être qu'un changement profond
qui est déjà en train en fait de changer nos modes de communication. Par exemple, aujourd'hui, on parle de façon beaucoup plus courte. On s'exprime avec des phrases beaucoup plus courtes. Par exemple, je vois des gens avec les téléphones, vous êtes, j'en suis sûre, en train de tweeter. Et reporter déjà en live les propos qui sont voilà, soumis à vous aujourd'hui. Mais aussi, en fait, il y a dans la communication un nouvel aspect qui est de l'instantanéité. En fait, on veut que la communication soit partagée de façon très rapide, très immédiate. On est aussi dans une ère où en fait, on est en train d'apprendre à tout faire nous-mêmes. Un jour, on est agent de voyage, on est en train de réserver nos vols sur Internet. Le lendemain, on est banquier, on fait nos virements nous-mêmes. Et puis le surlendemain, on dessine des cuisines, tant bien que mal. Et donc, il y a vraiment une idée, en fait, de désintermédiation. Et puis, pour finir, je dirais qu'on est dans une ère où on est vraiment dans le mode agile. Donc, nous, dans l'entreprise, on le voit tous les jours. Et en fait, on n'essaye plus de fournir des produits ou de sortir des campagnes quand elles sont absolument parfaites. Parce qu'il y a quelques années encore, on essayait vraiment de faire. On ne sortait pas quelque chose sur le marché si ce n'était pas parfaitement d'équerre. Et aujourd'hui, en fait, c'est complètement l'inverse. On sort des ébauches et on peaufine au fur et à mesure, au fil de l'eau, on va dire, et on s'inspire surtout en fait des retours des utilisateurs pour améliorer justement voilà, le processus. Merci Sophie Stanton. Philippe Devost, je voulais rebondir sur cette question. Là, on vient de parler d'une ère dans laquelle nous sommes entrés. Alors tout à l'heure, je citais Michel Serres depuis 2007. En fait, si on veut être dans l'ici et maintenant, les nouvelles technologies, c'est un terme quand même très vaste. Donc, au lieu de parler des 10 ans qui viennent de s'écouler, est-ce que là, maintenant, on n'est pas en train de vivre un moment de rupture ? Notamment, je pense au progrès de l'intelligence artificielle, mais pourquoi maintenant, on serait plus que jamais en train de vivre une révolution culturelle et cognitive ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très, très, très impressionné d'être dans cet amphi où je n'ai jamais étudié. Je suis très impressionné aussi par le choix du thème qui a été fait par les organisateurs, puisque j'ai l'impression que c'est l'objet même de cette manifestation depuis qu'elle existe. Et vous avez cité Annabelle 2007, et je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. 2007, c'est l'apparition de l'iPhone. Alors, combien d'entre vous ont un smartphone dans cette salle? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, retournez-vous. Non, gardez la main levée et retournez-vous ceux qui sont devant. Voilà. Quand on posait cette question il y a 7 à 8 ans, on était dans un rapport totalement différent. Combien d'entre vous ont une petite idée de la puissance de calcul qu'ils ont du coup dans la main ou dans la poche? Voilà. C'est 200 fois le CRE2 du CEA de 1985 auquel j'ai eu accès pendant 20 minutes pour faire un calcul en 1990. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette révolution est un point de bascule et de rupture, d'une part en raison de l'abondance excessive de puissance et de puissance de traitement. Le deuxième facteur pour lequel on est qui explique qu'on soit dans un point de bascule totalement singulier, c'est l'accélération, et ça on la voit moins, et je vais y revenir rapidement. Et la troisième raison pour laquelle nous sommes dans un moment de bascule singulier, c'est que nous sommes entrés dans ce que j'appelle l'ère de l'incompréhensible ou de l'incommensurable. Tout ça, c'est fondamentalement, et en tout cas dès que la technologie est en jeu, dicté par 3 lois. Vous en connaissez probablement une, mais personne ne sait exactement comment elle se formule, c'est la loi de Moore. La loi de Moore, elle vous dit que la puissance de calcul disponible double tous les 18 mois, et pas tous les 2 ans, s'il vous plaît, ceux qui écrivent 2 ans, c'est tous les 18 mois. Et ça a son importance parce que ça veut dire que tous les 3 ans, on a fait x4. Ça veut dire que tous les 6 ans, on a fait x16. On est dans une loi exponentielle. Et les lois exponentielles, elles sont assez déroutantes parce que nous, êtres humains, nous sommes fondamentalement linéaires. Depuis qu'on est sorti de l'histoire cyclique qui se répète, je vous renvoie à Mircea Eliade, et qu'on est rentré dans la vision linéaire de l'humanité et du progrès, on donne la direction, ensuite on compte le nombre de pas, et donc on est fondamentalement, génétiquement, dans une compréhension linéaire du monde et de notre avenir. Les lois exponentielles, elles nous rattrapent parce qu'elles démarrent en général plus bas. La courbe exponentielle, elle est en dessous de la droite au début.
Donc ça va lentement. Et au moment où elle croise la droite, la différence de pente est très très élevée, et donc ça va beaucoup plus vite. Ça a une conséquence qui est toute simple. Vous êtes très souvent déçus par ce qui va arriver dans les 2 ans, parce que ça n'arrive pas dans les 2 ans. Ce que vous pensiez qu'il allait advenir dans les 10 ans se produit en général au bout de 7 ans et demi à 8 ans. Et le problème, c'est que ça se produit au bout de 8 ans, et 1 an et demi après, c'est 2 fois plus disponible que ça ne l'était. Vous franchissez le seuil du possible, et 1 an et demi après, vous êtes déjà au-delà de 1 fois de plus. Vous êtes à 2 fois le possible. La loi de Metcalfe qui vous dit simplement que la valeur d'un réseau est en proportion à la mesure du carré de ses nœuds. Le premier acheteur du premier téléphone mobile était stupide. Il n'avait aucune utilité dans la poche. Le second lui a rendu service, et ainsi de suite. Et c'est cette loi qui fait les réseaux sociaux, qui fait la capacité de mobiliser de la ressource, de la puissance, de la donnée. La 3e loi, c'est une loi qui porte sur la donnée, qui dit simplement qu'aujourd'hui, votre disque dur ou votre smartphone est devenu la plus grande poubelle numérique de votre environnement personnel, tout simplement parce que le coût marginal du stockage est nul, que du coup, le tri et la sélection de ce que vous stockez est inexistant. Et je vais juste vous donner 2 points de référence. Le premier, c'est qu'on estime qu'il a fallu, entre le début de l'humanité et 2003, on a produit 5 exaoctets de données, et je reviendrai sur la notion d'exaoctet. En 2010, c'est la quantité qu'on produisait en 2 jours. Et là où on revient en 2007 à nouveau, c'est que c'est en 2007 qu'on estime que l'humanité s'est mise à produire plus de données qu'elle n'était capable d'en stocker. Ce qui veut dire qu'on se retrouvait avec un excès de données dont on ne savait pas quoi faire. Et sur l'incompréhensibilité, parce que c'est là que je veux venir, on vient de parler d'exaoctet. Est-ce que quelqu'un, là dans cette salle, a une représentation intellectuelle de ce que c'est qu'un exaoctet? Je ne parle pas de la formule, je parle de la représentation. Non. Non, parce que c'est au-delà de ce à quoi on est habitué. La dernière quantité avec laquelle on se sente familier, et je vous demanderai tout à l'heure de lever le doigt dans la salle, ceux d'entre vous qui sont milliardaires, levez le doigt s'il vous plaît. Dénoncez-vous. Et pourtant, vous avez à peu près tous une notion assez juste de ce qu'est 1 milliard. En tout cas, vous pouvez le comparer. Pourquoi? Parce que c'est l'unité de compte de la population mondiale, c'est l'unité de compte de la fortune de ceux qui nous impressionnent, en tout cas de ceux que certains magazines adorent classer régulièrement. C'est malheureusement l'unité de compte de nos déficits publics dans la plupart des pays occidentaux, c'est l'unité de compte du PIB, donc ça reste commensurable. Le problème, c'est quand vous allez au-delà, et on est passé au-delà. Et je vous invite à lire, si vous trouvez ça facilement, parce qu'on n'a pas le temps de le développer ici, un des propos de Ray Kurzweil, qui est quelqu'un de très contesté, donc ça on pourra y revenir aussi, mais qui a dit quelque chose d'assez juste. Il a parlé de cette notion de deuxième moitié de l'échiquier. Pour illustrer la loi de Moore et les lois exponentielles, vous avez une histoire qui traîne dans toutes les cultures du monde, que le roi soit persan, que l'empereur soit chinois ou japonais, qui est celle du joueur, du mercenaire qui vient défier le puissant à une partie d'échecs et qui lui demande comme rétribution simple l'échiquier sur lequel ils viennent de jouer, sur la première case duquel on met un grain de riz ou de blé ou de soja en fonction de là où se passe l'histoire, sur la deuxième 2 grains, sur la troisième 4 et ainsi de suite. Le problème, il y a 2 problèmes dans cette histoire. Le premier, c'est que le souverain est ruiné à la fin, puisque les greniers de l'Empire ne suffisent pas à remplir la dernière case de l'échiquier, d'ailleurs qui a disparu sous un amoncellement plus grand que l'Everest. Faites les calculs, vous verrez, on sort du commensurable. Mais ce que Kurzweil dit de manière très intéressante, c'est qu'on est en train de franchir la deuxième moitié de l'échiquier. La deuxième moitié de l'échiquier, c'est 2 puissance 32, et c'est là qu'on sort du milliard, et c'est là que les chiffres qu'on se met à manipuler deviennent incompréhensibles. Et pour moi, l'enjeu de la transmission et le moment singulier de bascule, il est là, c'est qu'on a maintenant à disposition des outils dont on ne comprend pas à quoi ils nous servent, et dont les auteurs ou dont les concepteurs font tout pour qu'on ne cherche pas à comprendre à quoi ils servent. Nous voilà bien. J'ai envie de conclure ça comme ça. Non, donc, nous sommes dans l'ère du non quantifiable. Alors, Anne Lalou, vous avez fait le pari de l'éducation. Donc, face à ces bouleversements, est-ce que la forme classique de la transmission est a priori périmée? Est-ce le cas? Et comment on réinvente la transmission, qui est donc le thème de cette édition de la Cité de la Réussite? Alors, moi, je pense que pas du tout. Je pense qu'en tout cas, la forme fondamentale de la transmission qui passe par l'humain,
et qui passe par le fait de partager un savoir, de partager l'expérience, est toujours le fondement même de la transmission, de l'éducation et de la formation. Après, on a effectivement toutes ces nouvelles technologies, et puis on a tout un environnement, et puis on a aussi une forme fondamentalement qui est en train de changer. Toutes les sciences cognitives nous apprennent en permanence la manière dont dont notre cerveau imprime le savoir, et qui remet en cause absolument tous les fondamentaux de l'éducation en France, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne doit pas être dans la transmission passive, mais active, on imprime au moment où on utilise, et donc entre toutes les avancées sur le fonctionnement de la mémoire et sur l'impression et la récupération du savoir, montrent qu'on doit changer assez fondamentalement la manière dont on enseigne. C'est tout ce qu'on a vu en termes d'innovation pédagogique, de classe inversée, de classe collaborative. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Et puis après, autour de cette transmission, il y a quand même énormément tout l'univers des EdTech qui sont en train d'apparaître. Les EdTech, s'il faut définir, c'est donc les... C'est des technologies, c'est les nouvelles technologies au service de l'éducation. Simplement. Mais si on regarde tous les articles, en fait, on voit que ce sont... Enfin, moi, je reviens un tout petit peu en arrière là-dessus. Oui, c'est exponentiel. Oui, ça va très vite. On ne sait pas à quel rythme. On n'a plus... Pour autant, ça irrigue absolument toutes les industries, ça irrigue absolument tous les métiers, mais c'est un moyen. Voilà. Donc, c'est un moyen au service d'une vision, d'une action, d'une volonté, etc. Donc, à un moment donné, c'est le reprendre. Quand Michel Serres dit « ça nous condamne à être intelligents », je crois vraiment que c'est parce qu'il faut remettre cette perception-là à sa place. Et si je vais déjà très vite en avançant dans les idées là-dessus, aujourd'hui, la peur des nouvelles technologies ou ce que ça engendre, c'est parce qu'en réalité, pour la première fois dans l'histoire, j'ai le sentiment qu'elles vont plus vite que la pensée. Donc aujourd'hui, on est en train de les subir et non pas de les penser. Alors qu'on voit bien dans les sciences, en biologie, quand on a eu toutes les problématiques du clonage, etc., la pensée était vraiment en parallèle des avancées technologiques et posait un cadre. Alors que là, au prétexte que c'était des nouvelles technologies qui allaient changer le monde, tout le monde a laissé, et toutes les intelligences ont été mobilisées sur l'avancée de ces technologies, parce qu'il faut quand même des humains et des ingénieurs derrière pour qu'on fasse toutes les découvertes qu'on est en train de faire, et les puissances de calcul nous aident à aller plus vite. Mais il y a quand même des orientations qui sont données par les humains. L'intelligence artificielle, derrière, il y a des humains qui sont en train de l'orienter. Donc il y a tout ça, sauf qu'il n'y a pas de mobilisation en parallèle assez puissante, parce qu'il y en a, heureusement, mais elle n'est pas assez puissante de la pensée pour se dire quel est le cadre qui va permettre d'eux. Alors, si je reviens à l'éducation, et je vous donne un exemple, quand on est directeur d'une école, on entend du matin au soir dire « Et alors, qu'est-ce que vous faites sur les MOOC ?» Alors, les MOOC, les SPOC, c'est le mot à la mode. Si on n'a pas de MOOC, alors on est complètement has-been dans l'éducation. Donc, les cours en ligne. Les cours en ligne, Massive Open gratuits. Classrooms. Qui permettent effectivement, et c'est encore une fois un moyen qui permet d'avoir accès à toutes les plus belles intelligences dans le monde. C'est-à-dire que mes étudiants à la Web School ont accès aux cours du MIT, ont accès aux cours de Harvard, ont accès aux cours de Stanford s'ils le souhaitent. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il n'y a pas un travail tout aussi important d'accompagnement du passage de l'enfance à l'âge adulte pendant la période d'études, donc de l'apprentissage de l'autonomie qui va permettre de suivre un MOOC. Et effectivement, cette génération et la formation, notre enjeu et notre défi, c'est qu'ils n'auront pas qu'un seul métier. On l'a dit, les métiers changent et vont changer de plus en plus vite. À la Web School, on dit votre métier n'existe pas encore, c'est vous qui allez l'inventer. Donc c'est vraiment une sorte de dynamique qui est aussi en cours dans ce domaine-là. Et donc, quelles sont les compétences d'apprendre à apprendre? Et qu'est-ce que ça veut dire, la compétence d'apprendre à apprendre? Ça, c'est toutes les questions qu'on est aujourd'hui amené à se poser, avec, de ma part, une très, très grande confiance dans le fait que l'humain reste au cœur de tout cet écosystème, que la technologie est un formidable moyen par lequel... Et quand on parle d'intelligence artificielle, juste pour venir là-dessus, on est tous, en réalité... submergés parce qu'en ce moment, ça bouge très vite et donc on se dit tous nos films de science-fiction sont en train de devenir justes. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle générale qui va supplanter l'humain. En tout cas, moi, je peux vous dire, pour l'intelligence artificielle bouge très vite. C'est de l'intelligence artificielle verticale, verticalisée. Elle est en train d'investir. Alors, on en a tous dans nos poches aujourd'hui.
L'intelligence artificielle globale qui va s'auto-alimenter, qui va dépasser l'humain, en tout cas, en dehors de quelques grands, j'aurais tendance à dire de grandes gueules, personne ne s'est donné un horizon de temps sur le sujet. Nous reviendrons sur le sujet de l'intelligence artificielle. Allez-y, je vous en prie. Bah, je voudrais réagir 2 secondes sur ce que vient de dire Anne. Tu as dit un truc très très juste, qui est que la techno va plus vite que la pensée. Mais elle va plus vite que la pensée individuelle. Et ça, moi j'ai un exemple en tête très clair. Elle va plus vite du coup que la pensée collective, parce que si déjà individuellement on se sent dépassé, comment voulez-vous qu'en tant que petit groupe humain on arrive à se faire une idée juste? Vous imaginez ce que ça donne à l'échelle d'une nation. Je ne vous fais pas de dessin, mais quand on parle du retard des élites sur le numérique, il faut bien comprendre qu'il y en a une partie qui est peut-être de leur faute et d'un excès d'hubris et d'orgueil, mais il y en a une partie qui s'explique simplement par le fait qu'ils ne pouvaient pas. Il faut bien comprendre que collectivement, on traîne encore plus de retard par rapport à l'individu. Et moi, j'ai un exemple pour souligner juste l'asymétrie totale dans laquelle on est quand même. Puisque tu parlais de la techno qui va plus vite que la pensée, mais pour moi, il y a un effet d'échelle. C'est que les ingénieurs qui pensent ce qu'il est bon pour toi d'utiliser, ce qu'il est bon pour chacun d'entre vous d'utiliser sur votre smartphone, et notamment le design des applications, et la manière dont ce design est fait pour que 150 à 200 fois par jour, puisque c'est ça les statistiques, vous le sortiez de votre poche pour le consulter. Ce nombre d'ingénieurs et de penseurs, il est extrêmement réduit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une mise à jour d'iOS sur les iPhones qui s'est produite il y a quelques années de ça, dans lequel ils avaient changé complètement les icônes et le design. Une petite centaine de personnes, quelque part entre Menlo Park et Cupertino, ont décidé ce jour-là de ce qui était bon, qu'1 milliard de personnes utilisent. C'est cet effet d'échelle-là, à mon avis, auquel il faut qu'on soit extrêmement attentif. Et juste ces personnes-là, aujourd'hui, sont en train de faire des mea culpa publics, puisque la personne qui a inventé le like de Facebook s'est exprimée en disant « Je suis désolée de vous avoir créé cet outil d'addiction terrible ». D'émissions de Harris, de Google, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans le retournement de ça. Et c'est le « je suis désolé », moi, qui me frappe. Je suis désolé, ça veut dire quand même qu'on n'est quand même pas très très loin d'Homo Deus, quoi. On n'est pas très loin. Lisez Harari, vous allez voir. Juste pour revenir sur la question de l'éducation, mais on aura l'occasion d'y revenir, pas de problème. Donc, est-ce que, Sophie Stanton, vous partagez cette vision-là qui est de dire que les nouvelles technologies, certes, nous dépassent, sont exponentielles, mais ont toute leur place à l'école Je pense qu'elles sont vraiment incontournables, en fait. Vous avez parlé des MOOC, donc en fait des cours en ligne qui aujourd'hui se multiplient exponentiellement. Mais en fait, c'est une merveilleuse opportunité d'avoir accès justement à l'information, à la connaissance et de pouvoir l'inclure dans l'instruction en fait aux élèves. Moi, je crois beaucoup en fait à l'éducation hybride, comme je l'appellerais, avec une partie qui effectivement tire avantage et profit de toute cette connaissance qui maintenant est à notre portée. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'aspect humain est important et qu'il faut aussi apprendre aux élèves à interagir, et pas seulement de façon virtuelle, mais de façon bien réelle dans les classes. Apprendre à co-créer. La créativité, ça vient aussi par l'échange, et l'échange, je dirais, en direct, en face à face. Donc, voilà, je pense que les professeurs, en fait, ont déjà aujourd'hui à leurs mains des outils qui leur permettent, en fait, de mieux comprendre les élèves, de mieux appréhender la meilleure façon pour eux de travailler, et peut-être de les stimuler à faire des choses. Moi, j'admire beaucoup le prof de maths de mon fils, il est en 5e. Et en fait, il a bien compris son audience parce qu'il sait très bien que les enfants passent beaucoup de temps sur les ordinateurs. Et en fait, il leur donne des devoirs à la maison qui sont notés. Et les devoirs sont à faire sur l'ordi. Et hier soir encore, mon fils entre à la maison et dit « Maman, prête-moi ton ordi, il faut absolument que je fasse mon exercice de maths. » C'est la première chose qu'il veut faire. Il n'a qu'une envie, c'est faire son exercice. Et il ne fait que ça tout le week-end jusqu'à ce qu'il ait 20 sur 20. Et il refait l'exercice jusqu'à ce qu'il obtienne la meilleure note. Et en fait, il se prend au jeu. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une approche qui est très adaptée en fait, au type d'élèves à qui on enseigne. Et moi, j'aimerais que mon fils ait cet engouement d'avoir la meilleure note de la classe sur toutes les matières dans l'enseignement un peu plus traditionnel. Juste, je me permets de faire une transition. Certains disent que ne pas comprendre le numérique aujourd'hui, c'est être analphabète demain.
c'est le partisan du numérique à l'école, des cours de code et de programmation informatique très jeunes. Est-ce que le rôle de l'école, en tout cas pour les tout petits, c'est pas aussi de former des citoyens instruits, éclairés, et pas forcément penser au marché du travail tout de suite? Donc certes, on ne connaît pas encore les métiers de demain, mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut intégrer les nouvelles technologies aussitôt à l'école? Je ne sais pas si c'est exactement la question. Ouais. Alors, c'est mal tombé de me poser la question. Moi, je suis convaincue que Donc, vous vouliez avant le code, il faut la langue française et la langue de la République et les codes de la République. Donc là-dessus, je vais pas. Alors, je sais qu'il peut y avoir plein de débats, mais en plus, le code, il va évoluer 25 fois. C'est une langue, ça s'apprend comme une langue. Donc, notre première langue commune, c'est la langue de la République et les codes de la République, et c'est ça que l'école doit commencer par apprendre. En revanche, l'école, elle doit aussi profondément se transformer parce que en France, depuis le CP, on enseigne en revanche des valeurs qui sont les valeurs de l'excellence et de la compétition. Et aujourd'hui, quand on dit monde qui bouge, révolution, nouvelles technologies, on est dans un mouvement permanent. Et dans ce mouvement permanent, dont, encore une fois, en tout cas moi, je n'ai pas aucune visibilité sur où on va, ce dont je suis convaincue, c'est que l'intelligence collective est très nettement supérieure à l'intelligence individuelle. Et qu'il faut donc aujourd'hui enseigner cette intelligence et amener à cette intelligence collective. Or, je vous la fais courte et je vous la fais caricaturale. En France, c'est si tu gagnes, tu écrases tout le monde pour gagner, c'est très très bien du moment que tu gagnes. Mais ce qui est important, c'est de gagner. Or là, cette notion de gain, de victoire, enfin de succès, il faut qu'elle évolue et il faut que la manière dont on va former dès le CP, là en revanche, sur le collaboratif, le travail en équipe, ça va être absolument fondamental. Je voulais juste réagir sur une chose que vous disiez, Sophie. Quand le prof de maths est astucieux parce qu'il utilise des nouvelles technologies, moi, à l'inverse, j'ai introduit depuis cette année un cours qui est devenu obligatoire pour toutes les majeures et tous mes étudiants, qui s'appelle Addiction by Design, et qui décortique justement tous les modèles d'addiction qui sont construits dans un Facebook, dans un Google, dans un Candy Crunch, dans un... voilà, et qui sont structurels. Alors après, on peut les accepter ou pas, on peut en être un acteur ou pas. Mais voilà, dès la première année, j'ai introduit un cours qui s'appelle Pensée critique, en disant, bon, ok, tout ça est magnifique, les nouvelles technologies, Elon Musk, un petit peu de pensée critique. Donc ça déjà, et réapprendre parce qu'on ne l'apprend plus. Et on peut vouloir changer le monde, être ambitieux, être dans les nouvelles technologies. Pour autant, il est fondamental d'avoir une pensée critique. De la même manière, on peut ensuite les accepter en être un acteur ou décider justement d'en poser des limites. Mais la compréhension des modèles d'addiction qui sont structurels et construits et pensés dans les nouvelles technologies, ça me paraît fondamental qu'il y en ait une prise de conscience. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit aussi, Anne, qui est, en fait, vous avez dit que l'apprentissage du numérique ou du code à l'école, en fait, c'était en quelque sorte comme l'apprentissage d'une langue. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je voulais revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, on accepte qu'il faut enseigner les langues aux enfants très, très jeunes. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et moi, je pense que c'est fondamental qu'on fasse cet apprentissage très, très tôt aussi pour le numérique à l'école. Et aussi parce que ça permet une ouverture d'esprit. Et moi, c'est ça qui compte le plus. En fait, c'est d'ouvrir l'esprit des filles aussi, parce qu'on a très très peu de filles qui sont dans ces filles qui vont après dans les filières du scientifique et plus du technologique. Et c'est important, en fait, il y a vraiment un stigma et les filles ne vont pas vers ces filières. Et je pense que si on introduit en fait voilà, l'apprentissage du numérique à l'école, ça va peut-être leur donner envie, leur donner le goût de faire quelque chose qui, au final, elles sont aussi légitimes que les autres à faire. Voilà. Girl power. Je vais laisser la parole au panel, aux étudiants qui ont préparé le débat. Bonjour. Bonjour, Ahmad Abdulaziz, je suis étudiant en dernière année à l'EPITA, l'école d'ingénieurs en informatique. En fait, j'ai une question pour Madame Stanton.
De plus en plus, aujourd'hui, en fait, dans nos vies, on a de nouvelles technologies qui sont présentes et cela nécessite une certaine phase d'apprentissage avant qu'elles soient pleinement maîtrisées. Et j'aimerais savoir, en fait, quels sont les enjeux de l'appropriation de ces nouvelles technologies pour les diversités d'aujourd'hui et de demain. Ok, merci. En fait, l'apprentissage, je vais dire, c'est quelque chose qu'il faut du temps, il faut s'investir, effectivement, pour peut-être acquérir les nouvelles technologies. Mais vous étiez plusieurs à donner des exemples des smartphones. En fait, c'est vrai que quand on passe le temps et prend le temps de s'éduquer, il n'y a généralement pas un retour en arrière. Et donc, c'est bénéfique. Et moi, je dirais que chacun va adopter les nouvelles technologies à son rythme, selon ses intérêts. Donc, on peut avoir des intérêts personnels, on peut avoir des intérêts professionnels ou encore des intérêts sociétaux. Si je développe un peu, l'intérêt personnel, en fait, ça peut simplement être une grand-mère, par exemple, qui a sa petite fille qui est partie au Mexique et qui va faire l'effort d'apprendre à utiliser Skype, par exemple, pour pouvoir communiquer avec sa petite fille, ou encore une autre grand-mère qui va, parce qu'elle ne veut pas rester isolée, va peut-être se former à l'âge de 70 ans pour pouvoir poster des blogs en fait, sur Internet et pouvoir partager ses recettes de cuisine avec le reste du monde. Voilà. Il y a des exemples sociétaux. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, qui est en fait une association, l'exemple d'une association en Afrique qui travaille sur la protection d'une espèce en voie de disparition que sont les rhinocéros. Et en fait, ils s'appuient sur l'Internet des objets pour mettre des colliers autour de certains animaux pour protéger les rhinocéros. Et en fait, je l'aime bien parce qu'elle est assez rigolote. Ce n'est pas les rhinocéros qui portent les colliers. En fait, ce sont les autres animaux, les girafes, les zèbres, les antilopes, qui en fait, quand les braconneurs arrivent, on s'est rendu compte que ces animaux-là étaient très perturbés et qui commençaient à courir dans tous les sens. Et donc, c'est en suivant et en notant que ces animaux-là commencent à avoir une attitude différente qu'on peut protéger les rhinocéros en allant attraper les braconneurs. Donc ça, c'est un exemple concret dans le sociétal. Et puis, pour donner un dernier exemple donc plus professionnel, je donnerai celui, par exemple, dans le monde de la banque. Par exemple, on pourrait, même on n'imagine pas, c'est réel, on peut utiliser déjà des assistants virtuels qui, en fait, répondent aux questions les plus fréquentes des clients pour permettre, en fait, aux agents bancaires de passer du temps sur des problématiques plus complexes avec leurs clients. Et donc d'avoir en quelque sorte un agent bancaire augmenté. Ça répond à votre question ? Merci. Une autre question ? Je vous en prie. Bonjour, alors je m'appelle Antonin Ramon, je suis étudiant en première année à HEC Paris. Et moi j'avais une question pour monsieur Philippe Devost. Alors depuis la calculatrice jusqu'aux recherches Google, toutes ces nouvelles technologies, elles nous ont donné accès à des quantités phénoménales d'informations. Mais de ce fait, ne peut-on pas dire qu'on a perdu de nos capacités cognitives d'analyse et de modélisation qui s'avèrent proprement humaines ? Ne peut-on pas dire finalement que ces nouvelles technologies nous rendent moins humains ? Je pense que c'est une question qui est très juste et qui appelle probablement une réponse en deux temps. La première, c'est regarder le sujet cognitif que vous posez. La deuxième, c'est de se poser la question de savoir si l'humain se réduit au cognitif ou pas. Et c'est ce que je vais essayer de regarder rapidement. Fondamentalement, nos capacités cognitives et d'analyse, je pense qu'elles naissent, elles ont comme point de départ ce que Scan disait très très justement tout à l'heure, qui est le recul, le regard critique, la capacité à se distancier de l'outil. Encore une fois, sans être dystopique ou pessimiste, nous sommes tous aujourd'hui totalement addicts à des outils dont nous refusons de comprendre le mode d'emploi. Puisqu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Tout le monde vous explique qu'en fait, il n'y a pas besoin de mode d'emploi et que l'utilisation elle-même est d'une certaine manière le mode d'emploi de l'outil. Il faut voir l'impact que ça va avoir sur la génération qui vous suit. Tous ceux d'entre vous qui sont parents et qui, pour avoir la paix dans leur famille, laissent un iPad ou un smartphone dans les mains de leurs enfants, feraient bien d'y réfléchir à deux fois.
et de les équiper plutôt de quelques briques de Lego. Parce que vous avez des gamins qui, à terme, vont vous expliquer que ça, le magazine Le Point qu'on nous a donné tout à l'heure, ou que ça c'est un iPad qui ne marche pas. Et personne ne cherchera à comprendre ce qu'on peut faire avec. Moi, j'étais effaré quand ma dernière fille, qui a 13 ans aujourd'hui, avait des cours d'informatique en primaire. On enseignait à l'époque l'informatique comme on enseignait la biologie. À des élèves de primaire, on vous montrait un schéma et on vous disait, voilà, ça c'est la souris, ça c'est l'écran, ça c'est le clavier, ça c'est la disquette. On ne vous disait absolument pas ce qu'on pouvait faire avec, à quoi ça servait, à quoi ça pouvait servir à l'enfant lui-même. Donc il y a cette question de regard critique. Après, la donnée c'est bien beau, encore faut-il savoir à quoi elle sert et encore faut-il savoir la qualifier. Je vais prendre deux exemples en essayant justement de ne pas être dystopique. Le premier exemple remonte à quand, au tout début de Wanadoo, on s'est posé la question de savoir si on allait proposer à nos clients d'héberger, de proposer ce qu'on appelait à l'époque des pages personnelles, c'était les ancêtres des blogs ou pas. Alors on avait une trouille éditoriale monstrueuse en se disant mais si jamais il y a des gens qui racontent des horreurs, ça va engager l'image de France Télécom, donc c'est terrifiant. Et puis on s'est dit non, on va quand même le faire. Et ce qu'on a constaté assez vite, c'est une émergence considérable de contenus produits par un tas de gens dans lesquels il y avait 99% de bruit ou de trucs totalement inutiles qu'on trouve encore aujourd'hui sur Facebook ou Twitter. Enfin, pour moi, le selfie, c'est du bruit. Et pourtant, c'est la forme dominante de photographie aujourd'hui. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle parce que si vous enlevez les selfies ou si vous enlevez cette espèce de bruit autoréférent et auto-nombriliste, il vous reste la pépite qui est le spécialiste des papillons guyanais qui vit à Cayenne depuis 25 ans et qui fait un travail d'entomologie extraordinaire qui n'est reconnu par personne, parce que tout le monde s'en fout, sauf l'un d'entre vous dans la salle qui adore ce sujet et qui va enfin pouvoir trouver une information qui l'aide à poursuivre sa propre réflexion. Ça, c'est le premier sujet. Ce n'est pas parce qu'il y a énormément de bruit dans ce monde que vous n'avez pas du signal. L'enjeu, c'est d'arriver à détecter le signal. Et puis l'autre exemple que je peux prendre qui est très récent, qui est maintenant une tarte à la crème, et c'est l'histoire des fake news. Vous voyez bien qu'on est capable d'alimenter, d'amplifier et de générer des quantités d'informations qui biaisent la perception d'un très grand nombre de gens. Ce que moins de gens savent, c'est que ces informations et les mécanismes d'amplification et de relais sont, eux, totalement automatisés. Vous avez un article extraordinaire sur la génération automatique de vidéos sur YouTube dont le seul but est de générer de l'audience auprès des gamins, mais c'est fait entièrement par des machines. C'est devenu... voilà. Donc la qualité de la data est quelque chose qui est fondamental. Et face à cela, pour avoir du recul, je suis convaincu qu'il y a 3 matières fondamentales à remettre au centre du dispositif éducatif au-delà du français, parce que sans la langue, on est incapable de faire quoi que ce soit. Et ces 3 disciplines sont les mathématiques. La deuxième d'entre elles, fondamentale, c'est la philosophie. Et là, je ne vous parle pas de l'histoire des philosophies récentes post-industrielles, je ne vous parle pas de l'histoire du marxisme. Je vous parle de la philosophie en tant qu'outil d'appréhension et de compréhension du monde, tel qu'il est, et qui mérite largement plus que les 2 heures que j'avais eues en terminale scientifique, à l'époque trop lointaine où j'étais en terminale scientifique. Et la troisième, c'est l'enseignement de l'histoire. Et sans l'enseignement de l'histoire, et de l'histoire profonde, enfin de l'histoire simultanément profonde, de l'histoire de l'émergence des grandes structures de l'humanité et de l'histoire très récente, et je prétends qu'il faut, comme Anne a commencé à le faire, un cours d'histoire des technologies de ces 20 dernières années, si on veut aider les jeunes et si on veut vous aider à comprendre le monde. Et je vais vous donner un exemple sur l'histoire profonde, et je terminerai là-dessus. Non, pardon, j'ai un dernier sujet. Mais ça me passionne. Sur les grandes structures de l'histoire, il y a un slide que je vous invite à découvrir. Vous le trouverez assez facilement. Il faut chercher d'Éric de Kerkhove, Kerkhove, qui est un Néerlandais qui, en 2008, pond une slide que j'ai très immodestement juste mise à jour et qui vous représente l'histoire des grands progrès de l'humanité avec des données qui signifient quelque chose. Le problème que nous avons à nouveau, c'est que si je vous dis 15 000 ans, vous savez que c'est il y a longtemps, mais vous n'êtes pas capable de le rapporter à quelque chose. On commence à raisonner à peu près proprement à partir de 0. Un peu avant, mais en ça, non. Kerkhove, il représente cette histoire en termes de génération. Et là, ça devient très intéressant parce qu'il vous dit que le langage traverse 1700 générations, que l'écrit en traverse 300
Et l'écrit, c'est le calcul, c'est les villes, c'est le comptage des grains dans les sacs de blé, hein, c'est Sumer, c'est le point de départ. Gutenberg en traverse 35, et à partir de la fin du 19e, on est à une innovation majeure par génération, mais elle se déploie sur 2 ou 2,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'ici, le monde observable, par 3 générations consécutives, était encore assez large. Vous pouviez avoir des discussions professeurs-élèves, vous pouviez avoir des discussions, vous vous souvenez peut-être de discussions avec vos grands-parents et vos parents, où tous regardaient, en n'étant pas d'accord, mais c'est pas grave, avaient une conversation dans laquelle on arrivait à se situer par rapport à la télévision, par rapport à Internet. Les réseaux sociaux, c'est devenu un peu difficile. Et maintenant, ce sont mes enfants qui dépannent mes parents, qui les débuguent. Et donc, le monde observable par une seule génération est devenu extrêmement, extrêmement étroit. Je termine sur le sujet du cognitif. Le cognitif n'est pas la seule forme d'intelligence humaine. Il y a deux domaines, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, sur lesquels, pour moi, l'humain reste absolument fondamental. Et je suis à nouveau en résonance avec ce que dit Anne. Vous allez croire qu'on s'est parlé avant, c'est pas vrai. L'humain a 2 capacités qui sont singulières. La première qu'on retrouve dans l'enseignement, qui est la capacité de transmettre et d'inspirer. Et d'ailleurs, la capacité de transmettre et d'inspirer à très très large échelle, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez, dans l'histoire de l'humanité, des idéologies, des inspirations artistiques, des comportements qui sont partis d'une seule personne et qui en ont inspiré ou manipulé, peu importe, des dizaines de millions, voire des milliards. Vous pensez au très grand système religieux actuel, on est dans l'ordre de grandeur du milliard d'humains. C'est parti d'un point unique. Ça, aujourd'hui, je ne vois pas encore tout de suite une intelligence artificielle en capacité d'entrer. Ou bien vous prenez Picasso, enfin voilà, vous prenez, c'était l'article de, je vous renverrai à ça, c'était l'article d'Édouard Tétrault, là, il y a le 10 novembre. Bon courage aux algos qui voudront copier Van Gogh ou Picasso. La personne à laquelle on faisait référence tout à l'heure avec Anne et qu'on ne nommera pas ici est probablement dans l'erreur sur ce plan-là. Donc l'humain a une capacité d'inspiration à très très large échelle. Et l'autre propriété de l'humain que le cognitif ne résoudra pas, elle est à l'inverse absolument pas scalable, et c'est la capacité de s'occuper de ceux qui en ont besoin, un à la fois. Moi, mon épouse est thérapeute, il est inimaginable qu'elle puisse recevoir 5 patients à la fois. Elle les reçoit un par un pendant 3/4 d'heure, et pendant chaque durée de 3/4 d'heure, elle leur est entièrement consacrée. Vous ne pouvez pas vous occuper des plus faibles, vous ne pouvez pas essayer de remettre des personnes debout en le faisant de manière industrielle. Et là, c'est pareil, je pense qu'on est aussi dans ce qui fait l'humain. Et pour moi, c'est un des... Ou bien dans l'accompagnement scolaire, vous ne pouvez pas dépanner un élève qui est planté sur un sujet en le prenant pas tout seul. Vous êtes obligé. Et donc, moi, c'est ce qui me donne espoir, c'est ces deux débordements de l'humain au-delà du cognitif, avec au milieu cette réserve sur la qualité de la donnée qui fait le cognitif. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais voilà. On va écouter une 3e question, peut-être pour Anne Lalou. Alors, vous n'avez plus de micro, en effet. Alors, Anne, donc merci pour vos interventions diverses qui sont vraiment passionnantes. Et on se posait la question justement pour former les managers, donc résolument en phase avec le temps actuel et qui seraient capables du coup de naviguer dans les mondes de l'innovation technologique permanente. La formation d'aujourd'hui est-elle la meilleure façon de se prémunir de la dystopie programmée dont on essaie de ne pas parler, mais qui reste un risque potentiel pour notre futur à venir? Je crois que j'ai déjà commencé à répondre avant. Moi, je vais essayer de vous répondre avec un exemple, encore une fois. Moi, la question à laquelle je ne sais pas complètement répondre, c'est et que j'ai posé comme un fondamental, comme vraiment un socle de ma vision pour mon école, c'est leur apprendre à apprendre. Puisque, encore une fois, ils vont devoir évoluer et apprendre beaucoup plus de choses dans leur carrière que nous avons eu à le faire, parce qu'on a vécu une période avec beaucoup moins de changements, de facto. Donc c'est vraiment cet enjeu-là, en fait, elle passe par le fait de leur donner beaucoup de méthodes et beaucoup de savoir-être, autant que de savoir-faire. Donc c'est l'équilibre global dans une pédagogie, en réalité. Donc je veux dire,
la formation est un métier où on doit transmettre et valider des acquisitions de compétences. Alors avant, on disait on va valider la compétence de quelque chose d'extrêmement tangible. Aujourd'hui, on a aussi des soft skills qu'on doit valider et on doit aussi valider l'acquisition de méthodos et de savoir-être. Donc ça, c'est un enjeu, et c'est un enjeu qui fait évoluer la pédagogie. Par ailleurs, on parle d'humain, enfin juste pour répondre là-dessus, moi je crois que ce qui est formidable, c'est qu'une promo, c'est une communauté, alors une école, c'est encore plus une communauté. Et aujourd'hui, il y a de plus, là où les nouvelles technologies sont formidables, c'est qu'elles permettent à cette communauté d'avoir un formidable levier pour s'aider les uns les autres. Je reviens à cette question des MOOC. Moi, on m'a tellement interrogée pour me dire pourquoi vous n'en faites pas un, est-ce que vous avez votre MOOC, qu'est-ce que vous faites en matière de MOOC. Enfin, bon, à un moment, je me suis dit, il faut que je prenne le sujet, parce que sinon, je suis supposée être une école innovante. Visiblement, je passe vraiment pour une con. Je n'ai pas fait mon MOOC. Bon, et en même temps, j'ai regardé ce qui se faisait, et quand même, ce qui se fait est tellement bien. Quelle parole supplémentaire a-t-on à mettre en place dans ce paysage? Et donc, j'ai opté, et on a mis en place tout un process qui a pris 6 mois, et qui est abouti maintenant, de co-design avec les étudiants. Je leur ai dit, bon, alors, on fait quoi? Et on a réagi avec une équipe d'étudiants qui était volontaire, et on s'est dit, en fait, il y a effectivement des situations très claires dans un parcours pédagogique où leur utilisation est complètement pertinente. Après, ils ont très vite élargi. Ils ont dit, en fait, il n'y a pas que les MOOC. Il y a en réalité des vidéos, il y a des certificats, il y a d'autres médias et d'autres savoirs disponibles grâce aux nouvelles technologies qu'on peut utiliser. Et après, ils nous ont identifié 4 situations qu'on a travaillé avec eux. L'approfondissement. Moi, je suis un étudiant, je suis sortie d'un cours, j'ai trouvé ça passionnant. Ouais, mais jusqu'à la fin de l'année, il n'y a plus de cours là-dessus. Et je ne suis pas satisfait. Oui, mais en même temps, on a construit une maquette pédagogique, il y a beaucoup de choses à enseigner. Mais chaque fois, il va retrouver les ressources pour aller plus loin et pour aller dans l'approfondissement. Et là, on a une vraie capacité à accompagner. Il y a le soutien, à l'inverse. J'ai rien compris, je suis un peu paumée, je suis en retard. Et là, d'une part, la communauté des étudiants, grâce à des plateformes, mais également les ressources disponibles, sont fantastiques pour apporter du soutien. Il y a des situations plus intéressantes. Pour moi, ils ont identifié une situation de télétravail. En réalité, c'est aussi l'avenir. Et il y a des étudiants, il n'y a rien de pire dans une salle de classe qu'un étudiant qui maîtrise déjà, qui a déjà validé et acquis la compétence, qui s'emmerde et qui fout le bordel pour tous les autres. Donc, moi, on arrive à la conclusion, effectivement, qu'on dit « ne venez pas en cours ». Mais c'est avec notre autorisation et nous devons valider la compétence. Donc, on a identifié les certificats ou les MOOC que vous devrez faire en autonomie. Donc, vous allez avoir l'acquisition de l'autonomie qu'on va retrouver dans les nouveaux modes de travail. Et en même temps, nous, on fait notre métier, c'est-à-dire qu'on valide bien que vous avez acquis cette compétence que vous prétendez avoir. Parce qu'à un moment donné... Et puis, il y a le rattrapage, parce qu'en réalité, on peut tout à fait, plutôt que faire revenir de manière bête des étudiants en rattrapage, on a construit toute une plateforme et en fait, on leur dit, pour rattraper telle matière ou tel crédit ECTS, vous devez aller sur les MOOC. Donc, on voit bien qu'il y a un formidable potentiel. Et ce qui a été très intéressant, c'est que les étudiants avec qui on a fait ce co-design sont venus en disant, il y a des cours, quelle que soit la situation, le prof, l'intervenant est tellement crucial et clé. Il est tellement l'acteur qui nous a ouvert les yeux qu'il est pour nous essentiel de nous assurer que tous nos camarades aient l'opportunité de le rencontrer. Et donc, à aucun moment, il doit être substituable. Et ce sont eux qui ont fait, en réalité, le choix des cours où personne n'avait le droit de ne pas venir parce que c'était un cours transformant, du fait de la personnalité de l'intervenant, de sa capacité humaine à être un formidable pédagogue et transmettre ce savoir. Vous voyez, il y a vraiment tout. Donc, je crois que la formation doit évoluer, qu'on va retrouver des fondamentaux, et dans ces fondamentaux, on accompagne de l'enfance, et puis alors pour moi, dans l'enseignement supérieur, des transitions fondamentales dans l'évolution de l'humain, de l'individu. Cet accompagnement passe par du savoir-faire, je reviens à ça, mais beaucoup de savoir-être, et par ailleurs dans l'enseignement supérieur, mais aussi avant, de la méthode et des structures qui vont permettre d'acquérir une vraie autonomie par rapport à sa propre vie. J'aime à dire que moi, mon métier, c'est de leur donner le pouvoir à eux sur leur vie professionnelle et que jamais ils ne la subissent. Donc, avoir ce choix-là, c'est être en détention
de ces savoir-faire, de ces savoir-être et de ces méthodes qui vont leur permettre d'avoir le pouvoir. La question ne m'était pas adressée, mais le management me passionne énormément, donc je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Et moi, je dis toujours à mes managers, j'en ai dans la salle, en fait, dans manager, on dit people manager, il y a le mot people. Et donc, c'est tout centré autour de l'humain. Au bout du compte, les managers, ils gèrent des équipes, ils gèrent des individus. Et ils sont là pour détecter les talents, déceler aussi des professionnels qui peuvent être en difficulté, et puis les aider à surmonter ces difficultés, leur donner des outils, peut-être même leur conseiller de changer de voie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est dans les entreprises aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas une qui ne soit pas en transformation. Et quand des entreprises sont en transformation, ça veut dire que les collaborateurs doivent changer de rôle, souvent faire des rôles différents de ceux qu'ils ont pu faire avant. Et donc, il est très important pour le manager d'être équipé, en fait, à pouvoir conseiller les collaborateurs, à déceler, en fait, les compétences qu'ils ont aujourd'hui, celles dont ils pourraient avoir besoin demain, vu comment les choses changent dans l'entreprise, et donc de les aider déjà à construire un plan de formation pour être mieux préparés à l'avenir. Voilà. Je crois que Philippe Devost, vous vouliez réagir. Ah, vous n'avez plus de micro, mais décidément. Là, vous allez définitivement croire qu'on a dîné avec Anne hier soir. L'exemple qu'incarne Anne, de la faculté de monter une nouvelle école, de monter un nouveau parcours de formation qui garde ce souci de pédagogie sur l'ensemble des grandes transitions de la vie du jeune adulte. C'est un exemple qui est intéressant parce qu'il va là aussi un peu percuter et gratter et chatouiller, voire choquer notre modèle français d'éducation pyramidale, extrêmement normée, avec cette espèce de maladie génétique qu'on partage tous depuis quelques siècles, qui s'appelle Descartes, puisque nous, on aime bien faire entrer des trucs dans des cases. Du coup, on aime bien faire entrer des humains dans des cases, voire des humains dans des profils, et tout est totalement normé. Et donc, un humain ou un profil qui appartiendrait à deux disciplines à la fois, alors, on commence à s'y faire, mais on a eu beaucoup de mal pendant très longtemps, et ce n'est pas encore très reconnu sur le plan académique. Et moi, je voudrais ici, comme disent les anglo-saxons, pay a tribute à de nouvelles formes d'éducation et à de nouveaux types de formation. À titre personnel, je ne comprends pas pourquoi en 2017, des écoles telles que l'EPITA ou l'EPITech ne font pas partie du classement des grandes écoles du groupe A, puisque vous découvrez qu'il y a un groupe A, ce qui veut dire qu'il y a un groupe B d'ailleurs, ce qui est encore très français, mais je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on a un problème avec l'informatique et qu'on continue à considérer que ce n'est pas une science, alors que nos amis anglo-saxons appellent ça computer sciences, mais là, on n'a pas le temps d'en parler, on verra ça plus tard. En revanche, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas parce qu'il faut reconnaître et valoriser des modes de formation et des types d'enseignement extrêmement larges. Je pense que le code, aujourd'hui, c'est une matière qui est fondamentale. Aller jusqu'à, par opportunisme politico-communicationnel, expliquer qu'il faut enseigner le code partout aux enfants, moi, de mon point de vue, c'est stupide. Leur donner accès à cette possibilité, s'ils ont la curiosité très tôt, oui, bien sûr. Exactement comme moi, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'avoir des Legos. Avec des Legos, vous apprenez la contrainte. C'est quand même par hasard si c'est toujours utilisé dans les grandes entreprises. Le code, vous apprenez la contrainte. Mais ça ne colle que pour des enfants, pour des jeunes qui ont besoin de se stimuler et de se confronter à ce que c'est que créer sous contrainte. Donc, imposer le code à tout le monde en primaire, pour moi, c'est probablement pas forcément le meilleur service à rendre à des enfants. Quand on est un homme, peut-être, mais je voulais juste vous interrompre, excusez-moi. Mais en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas égal en fait face aux opportunités. Si on ne donne pas l'opportunité à tous les enfants, filles et garçons, de pouvoir toucher à cette technologie. Et en fait, je vais vous donner un exemple. On était à la Cité des Sciences il n'y a pas très longtemps. Et le week-end, c'est ouvert au public. Donc là, pendant la semaine, on reçoit les enfants des écoles. Et donc là, tout le monde a l'opportunité de toucher les petits robots en Lego, puisque vous en parliez, et on apprend aux enfants en fait, à monter les Lego, leur apprendre à les faire avancer, à tourner, etc. Donc ils touchent concrètement à ce que ça veut dire que de programmer. Et donc tous les enfants le font. Et là, les filles nous disent « Ah, mais c'est sympa, la programmation, c'est ça. Ah, mais c'est bien, mais en fait, moi aussi, je peux le faire. » Et 2 jours après, on a le grand public qui vient. Et là, je peux vous dire, il n'y a pas une fille qui rentre sur le stand IBM parce qu'en fait,
elles ne savent pas qu'elles sont intéressées. Et on est obligé. Donc les garçons, ils voient le stand de loin, ils accourent, et ils viennent jouer, ils viennent programmer. Les filles, il faut qu'on aille les chercher et qu'on leur dise « Mais si, toi aussi, tu peux, viens ». Et il faut vraiment les encourager. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper important qu'à l'école, on instruise nos enfants sur la programmation. Ça, c'est le boulot des parents aussi. Et c'est le boulot de la presse. Et c'est le boulot... Enfin, je veux dire, voilà, je crois réellement que c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je passe mon temps à essayer de faire augmenter le nombre de filles. Alors dans mon école, bien sûr, mais dans les écoles en général. Il y a quelque chose de très complexe autour de ça, mais pour moi, ça dépasse. Enfin, c'est un phénomène sociétal où tous les acteurs, et on n'est pas du tout dans le débat d'aujourd'hui, pardon, mais on a tous une responsabilité sur le sujet, absolument tous. Et effectivement, dans quasiment toutes les écoles, ceci dit, maintenant, ils ont astucieusement en collège transformé les cours de techno dans des cours de scratch ou de choses comme ça, et ça se passe très bien pour tout le monde. Et effectivement, cet apprentissage de l'univers du code, il se fait dans les cours de techno, et ça me paraît là très très légitime. La question, c'est de se dire quelle est sa place. En tout cas, cette place-là, je la trouve super légitime, et je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas juste le zapper. Pas de problème, c'est en effet pas exactement le sujet, mais c'est inséparable de la question des nouvelles technologies. On nous a provoqués. Et j'ai moi-même assisté à un cours, je suis allée avec des troisièmes qui apprenaient le code, et clairement il y avait un enjeu pour intéresser les filles et pour leur montrer que c'était tout autant pour elles que pour les garçons. Vous avez sans doute une dernière question, je pense. Bonjour, merci. Alors Peter Head, élève à Centrale Supélec. Donc je souhaiterais un peu parler un peu plus de métaphysique. Aujourd'hui, les nouvelles technologies croissent sans cesse en puissance, en capacité, mais aussi en complexité. On peut penser notamment au machine learning, par exemple, IBM est leader dans le domaine, mais on ne comprend plus comment les machines répondent aux problèmes qu'on leur soumet. À ce moment-là, comment faire face à ces boîtes noires? Comment ne pas se sentir obsolète? Ouh là là. Terrain glissant. Bon courage. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec le postulat. Donc voilà, je ne suis pas du tout non plus d'accord avec le fait de dire que ce sont des boîtes noires. Et en fait, quand on comprend comment on apprend aux machines à apprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'homme qui apprend aux machines à apprendre. Donc Anne l'a tout à l'heure souligné. En fait, l'homme crée l'algorithme, il donne aussi la data. C'est lui qui est source de la donnée qui ensuite est ingurgitée dans le système. Et au début de l'apprentissage, ce qu'il est important à comprendre, c'est que l'homme valide les réponses de l'ordinateur, en fait. Et dit oui, tu as raison, non, tu as tort, et voilà pourquoi. Et c'est comme ça que la machine apprend. C'est à travers l'éducation que l'homme fait à la machine. Et c'est ensuite, une fois que l'homme a éduqué la machine, qu'après il peut s'appuyer sur cette machine et augmenter sa propre intelligence pour pouvoir profiter pleinement, en fait, de la capacité de cette machine à pouvoir gérer toutes les données de façon très très rapide et qui ne serait pas capable lui-même d'ingurgiter dans ce temps-là. Mais en fait, moi je pense vraiment qu'on arriverait au même résultat. Si un être humain ingurgitait les mêmes données, on arriverait au même résultat au bout, parce que c'est l'homme qui a nourri cette machine. Et l'autre chose, là où je suis vraiment pas d'accord, c'est quand vous dites, enfin en tout cas pour les systèmes que je connais d'IBM, là où vous dites, en fait, on ne sait plus en fait, sur quoi est basé le résultat. C'est totalement faux, puisque en fait, en tout cas nos systèmes, ils donnent un taux en fait voilà, ils disent moi je te donne cette réponse, elle est basée sur tel fait, et d'ailleurs je te dis que je suis sûr à 95% ou je suis sûr à 20% que ma réponse est correcte. Et c'est à l'homme après de tenir compte de ce taux de fiabilité et de dire moi je crois l'ordinateur, ou non, finalement je vais aller voir ailleurs, je ne vais pas me servir de ce qu'il m'a dit. Donc ça, c'est hyper important. Et la raison pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec le mot boîte noire, même si nos ordis sont noirs chez IBM, mais non. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que, enfin, elle n'est pas plus boîte noire qu'un être humain. Vous ne savez pas ce que je pense en ce moment. Donc, je crois que j'ai été assez claire, mais je ne sais pas trop ce que vous pensez non plus. Donc voilà, enfin, on pourrait dire aussi que c'est une boîte noire. Et en fait, la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas vrai, c'est parce que
On a édicté en fait des principes autour de ça pour justement que ce ne soit pas une boîte noire. Et donc on a édicté 3 principes, nous, c'est l'intention, la transparence et la formation. L'intention, pourquoi? Parce qu'il faut dire aux gens pourquoi on veut que les machines apprennent à apprendre. Et pour nous, c'est clairement l'intention, c'est d'augmenter l'intelligence de l'homme, ni plus ni moins. La transparence, parce que là-dedans, c'est les données, on en a un peu parlé, mais c'est les données qui sont clés. Il faut être transparent sur la source des données, pourquoi on utilise ces données-là, et surtout, il faut s'assurer qu'en fait, ces données restent la propriété de la personne pour l'utilisation de ce qu'on en fait, et qu'on ne va pas la partager à tort et à travers avec n'importe qui. Et puis le dernier sujet, la formation, puisqu'on est carrément dans le sujet, mais c'est un des 3 principes, qui est de dire, eh bien, les technologies font évoluer les métiers, et demain, il y aura beaucoup plus de métiers qui seront basés sur l'intelligence artificielle, et nous, on a une responsabilité de faire en sorte que les gens soient formés et qu'on les aide à trouver des passerelles pour ces nouveaux métiers. Si je peux me permettre, il y a bien des cas, enfin, la presse se fait en permanence l'écho des performances des intelligences artificielles. Il y a bien des cas où on est incapable de retracer le chemin de raisonnement, même si une machine ne raisonne pas, mais d'une machine. Vous en avez ? C'est ce à quoi vous faisiez référence, Philippe Devos. Avec toute l'affection et le respect que j'ai pour vous, Annabelle, je pense que sur ces sujets compliqués, et je vais reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, déjà que nous, individuellement, on a un peu de mal à suivre et à comprendre, les organisations collectives ont un peu plus de mal encore à suivre et à comprendre, et la presse en fait partie. Notamment, non, et encore, la presse est épargnée parce qu'elle en fait, elle est épargnée parce qu'elle a encore un peu plus de temps de recul et de temps de réflexion que les médias à chaud, qui eux, pour le coup, ne réfléchissent même plus. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. J'ai beaucoup d'affection pour eux aussi, mais de temps en temps, l'affection n'est pas forcément séparable d'un petit peu d'exigence. Vous inquiétez pas, je passe mon temps à parler à des experts de l'intelligence Non, artificielle. mais vous avez raison. À quel point, en l'occurrence, il faut prendre des précautions. Je me faisais l'avocat du diable parce que c'est quand même très important, justement. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on comprend. Il y a certaines classes d'intelligence artificielle ou certaines méthodes dont assez rapidement on ne comprend plus comment elles fonctionnent. C'est le cas notamment des réseaux de neurones et de l'apprentissage profond. C'est qu'on n'est pas capable on n'est pas capable d'inférer de manière déterministe ce qui a conduit le réseau de neurones à classifier telle image dans telle ou telle catégorie. Mais là, je crois que Sophie a tout à fait raison. L'intelligence humaine n'est pas plus déterministe de ce point de vue-là. Il reste quelque chose d'assez particulier que les anciens appelaient l'anima ou l'esprit, qui n'est pas exactement réductible à la partie cognitive algorithmique d'une couche de neurones humains. Et moi, pour ma part, je voudrais vous renvoyer à... J'ai juste 2 conseils de lecture et une remarque. Premier conseil de lecture, allez regarder ce qu'écrit ou les interventions de Rand Indy sur ces sujets-là, qui est à mon avis assez précis. Et moi, j'ai retenu d'une de ces dernières interventions quelque chose d'assez intéressant, c'est que sur les cas moyens, c'est-à-dire sur tous les cas qui sont des cas quasi nominaux, en termes de reconnaissance, de détection de maladies, d'anomalies, etc., la machine aujourd'hui, et notamment Watson, est infiniment plus efficace et plus juste. Il se trompe moins souvent que l'humain. Parce que l'humain, au bout d'un moment, le radiologue, au bout d'un moment, il a l'œil qui fatigue, il a besoin de vitamines, etc. Watson, il n'a pas besoin. Watson, il est en permanence au top de ses capacités. Je ne dis pas ça pour faire la pub à IBM, mais il y a cette performance. C'est mieux quand c'est vous qui le dites. Voilà. À l'inverse, sur les cas limites, c'est-à-dire les trucs dont on n'est pas complètement sûr et qui nécessiteraient peut-être un examen complémentaire ou qui font penser au radiologue à quelque chose qu'il a vu il y a 15 ans sur un patient pour lequel ça s'est finalement et malheureusement très très mal terminé. Sur les cas limites, il reste des erreurs. Il y a des erreurs d'appréciation humaine dans les 2 sens. Il y a des faux positifs et des faux négatifs, mais l'humain se débrouille mieux que la machine. Et donc je pense que dans un très grand nombre de cas, c'est dans le réglage astucieux de la coopération entre l'humain et la machine selon le type de cas, qu'on aura une efficacité qui permettra, soit dit en passant, au radiologue de se concentrer sur là où son art est le plus performant, avec une limite, c'est dans la formation. Parce que pour apprendre à être capable de détecter des cas limites, on ne sait pas encore très bien aujourd'hui combien de cas normaux il aura fallu qu'il ingurgite
pour être en mesure justement d'exercer son jugement et son art. Et mon deuxième conseil de lecture, en reprenant les 3 principes qu'édictait Sophie, c'est qu'en fait tout ça, ça nous ramène à Asimov. Et combien d'entre vous ont lu Asimov? Bon, ça rassure. Tous les autres, donc il y a quand même la moitié de la salle, allez relire Les lois de la robotique. Parce que ça dit quelque chose du caractère totalement visionnaire et singulier de ce que ce garçon avait à l'époque. Merci. Il nous reste un quart d'heure, donc c'est désormais à vous de poser des questions. Une toute petite précision, parce qu'on a juste un quart d'heure, on accepte toutes les questions, toutes les remarques, si elles sont suivies d'une question, et vous pouvez aussi vous présenter au début de votre prise de parole. Je suis super mal placée pour vous répondre, moi, puisque moi, je les prends quand ils ont passé le bac. Hein, en même temps, j'ai une fille de 12 ans, donc je suis en plein dans vos enjeux. Donc, mais ça serait qu'une réaction de mère, donc enfin, un petit peu qui réfléchit un peu au sujet. Mais je crois que ce que vous dites est extrêmement vrai. C'est-à-dire que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Black Mirror, et notamment l'épisode absolument terrifiant sur la cote de popularité. La saison 3. Voilà. C'est terrible. Et quand on a bien sûr, c'est de la science-fiction pour nous faire réfléchir, hein, en l'occurrence. Puisque cette cote de popularité induit qu'on ne peut plus avoir accès à des assurances, qu'on peut plus, enfin, ça devient plus fort qu'une carte d'identité dans ce monde virtuel. Mais c'est une forme de réponse que je vous dis. Moi, ce que j'ai choisi de faire sur l'histoire de l'Internet, j'ai Abramatic qui est venu me faire 3 conférences à mes premières années, et après, j'ai laissé les étudiants choisir 3 épisodes de Black Mirror pour ensuite avoir une conversation ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire et quelle est leur posture par rapport à ça. Je pense que Black Mirror peut être montré à l'école et que Black Mirror peut être un support de débat plutôt qu'essayer de leur faire des explications extrêmement complexes. Il faut aussi qu'on accepte les nouvelles formes d'écriture. Il faut aussi qu'on accepte qu'aujourd'hui, la vidéo est un support de transmission de savoir extrêmement puissant. Et ça aussi, notre génération a évolué là-dessus. On n'a pas à dire c'est mal, de la même manière qu'on n'a pas à dire le code c'est mal et on n'a pas à dire l'ordinateur c'est... Ça fait partie de leur vie. Encore une fois, il y a ces nouvelles formes et il faut savoir trouver la place aussi pour d'autres formes et continuer à transmettre. Mais la problématique de la popularité, la problématique de « je suis populaire » et des réseaux sociaux, par exemple, elle est absolument clé dans la construction de la confiance en soi de nos enfants au moment de l'adolescence. Et les réseaux sociaux sont, pour moi, un danger extrêmement fort en la matière, sur lequel il y a un rôle des éducateurs et de tout ce que j'appelle, moi, la communauté de transmission, qui sont aussi bien les parents, les grands-parents, que les intervenants, les apprenants, etc. Et on a tous une responsabilité collective, chacun dans notre rôle, pour arriver à faire prendre conscience de ça, et puis aussi à le surveiller, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des dérives extrêmement fortes, parce qu'il y a une puissance de ce média qui est clairement un danger pour les enfants. Moi, j'ai vu avec beaucoup de plaisir tous les cours émergés qui sont en train d'aujourd'hui se diffuser dans les écoles sur les passeports Internet, qui permettent de comprendre
d'une part ces dangers-là, mais de comprendre aussi les problématiques d'avoir quelle identité numérique. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Chacun de nos enfants, et chacun d'entre nous, mais c'est plus important pour eux, chacun de nos enfants a, dès l'instant où il a commencé à jouer avec même des tablettes, une identité numérique. Et comment est-ce qu'il doit la gérer? Comment est-ce qu'il doit vivre avec? Comment est-ce qu'il doit la surveiller? C'est en réalité ça qui est qu'un nouvel apprentissage qu'on doit avoir. Et moi, je voulais ajouter que, en fait, bon, je suis très mal placée pour dire à mes enfants de ne pas aller sur l'ordinateur, mais quand même, il faut le contrôler, surtout contrôler ce qu'ils font. Mais je pense qu'en tant que parent, le plus important, c'est la vigilance. Et, parce qu'on n'a pas grandi dans ce même environnement, donc on n'est pas forcément équipé à savoir ce qu'il faut faire ou pas faire et conseiller aux enfants. Et c'est juste vraiment d'être vigilant par rapport au code de conduite qu'il faut avoir sur Internet, etc., et sur les réseaux sociaux. Philippe Devost, une réponse rapide et on va prendre une autre question après. Vous avez déjà eu un de vos enfants qui vous a demandé comment vous faisiez pour vous connecter à Internet avant les PC ou pas? Parce que ça commence, hein. Ça va arriver. Pour compléter, nous, on a 4 enfants qui ont entre 22 et 13 ans. Moi, étant totalement geek depuis le début, j'ai été assez mal placé et en même temps assez vite confronté à ces enjeux. Pour moi, pour répondre très rapidement, il ne faut jamais les laisser seuls, ni face à leurs interrogations, ni face aux machines. Donc chez nous, l'iMac, il est dans un lieu de passage, où il y a tout le temps du monde, pas dans la chambre. Enfin, notamment quand ils sont tout jeunes. Hein. Après ça, ils ont leur ordi portable, mais en général, ils savent pourquoi ils s'en servent. Et 2, l'enjeu fondamental, c'est de ménager du temps, de votre temps, ce qui n'est pas facile, et de leur temps, ce qui n'est pas facile non plus, pour entretenir, développer l'art de la conversation. Il faut apprendre à parler, il faut leur apprendre à nous parler, il faut leur apprendre à s'ennuyer avec nous, il faut développer, il faut leur apprendre l'ennui, la créativité, elle n'est pas sans l'ennui. Il faut leur apprendre un minimum de rites. Chez nous, on a un rite qui est tout con, qui est qu'on nous a offert un seau avec plein de prises pour charger les téléphones. Il est dans le salon. Et le soir, après le dîner, on met nos téléphones sur le seau. Ça permet, de les avoir chargés le lendemain matin, ce qui est plutôt pas mal, et 2, de plus s'en occuper. Leur apprendre le sens critique, notamment sur les questions de popularité, puisque la popularité, c'est vieux comme le monde. Hein. Le sujet de cours d'école, il est vieux comme le monde, simplement, il a été multiplié par 1 milliard. Et leur apprendre la curation sur les contenus. C'est très important de les accompagner au début, parce que, et je suis d'accord avec ce qui était dit sur la vidéo, mais la vidéo, c'est comme les textes ou les sites web auparavant, c'est la bibliothèque de Babel, c'est la bibliothèque de Borges. C'est comme si je vous jetais l'ensemble de ce qu'a écrit l'humanité, ou que je vous mettais sur un mur vidéo géant l'ensemble des vidéos produites. Et aujourd'hui, il se produit des millions de fois plus d'heures de vidéos que vous n'avez le temps d'en consommer. La vraie question, c'est la curation, c'est le choix. Et il n'y a pas mieux placé, même si c'est difficile, pour aider à choisir que quelqu'un qui va non seulement dire « ça, tu devrais regarder », mais ça, évidemment, là, on est dans la posture d'autorité. C'est déjà mieux de dire « ça, je l'ai vu, j'ai aimé, et je pense que ça pourrait te faire plaisir ». Et l'idéal, c'est « viens, on va regarder ça ensemble ». Une autre question? Là-haut. Je vous écoute. Mettez vos mains comme ça, je vous entendrai mieux. On va faire comme ça. Non, on a fait émerger le thème de l'éducation. Alors bon, on a une directive qui est pas la même. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui me paraît très vrai, c'est que ce qu'il faut remettre au centre de l'éducation, c'est les mathématiques, l'anthropologie et l'histoire. Et avec ça, je suis complètement d'accord. Par contre, on est dans un schéma éducatif, que ce soit je pense en France ou partout ailleurs dans le monde, où on s'en éloigne. On est aujourd'hui, si vous voulez, dans une des plus belles universités au monde, et où on voit, juste pour faire schématiquement, on voit que la technologie est petit à petit en train de venir nous bouffer tout ce qui nous reste d'histoire avec un écran qui est en train de nous gâcher un tableau qui a l'air magnifique. Donc on a la technologie qui prend le pas. Vous êtes dessus. Hein, donc. Si vous pouvez me le décrire, ça m'arrangerait. Hein.
Donc, quelque part, on est dans un schéma où la technologie vient prendre le dessus sur la culture et sur des valeurs fondamentales, sur l'apprentissage de l'histoire, de tout ce dont on parlait. Donc, la prochaine génération et les prochaines générations qu'on va créer, qu'on va informer, comment est-ce qu'elles vont pouvoir s'inscrire un petit peu dans le monde de demain sans les connaissances clés que nous, on a appris, que vous avez appris. Et en fait, au final, on est en train d'apprendre à maîtriser la technologie, alors que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme, la technologie se maîtrisera toute seule. Donc, quelque part, l'apprentissage qu'on en aura fait ne sera peut-être pas finalement utile. Donc, comment est-ce que vous... J'ai pas envie de vous dire comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'éducation, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir au milieu de tout ça? Alors, c'est une réaction pour Philippe Devost, mais la question est libre pour n'importe qui. Je crois que je vais oser utiliser un mot qui n'a pas été prononcé et qui, a priori, n'avait pas de raison d'être prononcé ici aujourd'hui dans cet amphi. Je pense qu'il va nous falloir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour en tant que parents. Une empathie phénoménale vis-à-vis de ceux qui n'arrivent pas à suivre et une capacité d'inclusion dont il ne faut surtout pas attendre que l'État s'en occupe à notre place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est un accompagnement qu'il va falloir faire et qui va être très difficile pour nous parce qu'on n'a pas du tout été gaufrés dans ce système-là, c'est de s'apercevoir que une des transitions fondamentales qu'a apporté la technologie en tant qu'outil, c'est qu'elle a complètement libéré la capacité de faire par soi-même, de faire tout seul au départ et de faire sans demander la permission. Il m'arrive de temps en temps d'être sollicité pour intervenir sur un des sujets culturels et politiques les plus étonnants, les plus mystérieux et les plus compliqués de ce début de millénaire, qui est celui des crypto-monnaies, de Bitcoin et de la blockchain. Et fondamentalement, quand on me demande l'exercice impossible, parce qu'on est dans ce monde, encore une fois, où tout va vite, il faut résumer, il faut mettre un truc compliqué dans une seule phrase et si possible une punchline, histoire que ça puisse être repris sur Twitter. Et donc on me dit parfois, expliquez-moi blockchain en 5 minutes. Et là je dis, bah voilà ce que je viens de vous dire, blockchain est la plus belle révolution culturelle et politique du moment, y a-t-il des questions? Le sujet fondamental, et ce que ça traduit et qui ne date pas de Bitcoin, c'est celui de la permission. Quand Linus Torvalds décide de commencer à construire le noyau, c'est-à-dire le cœur d'un système d'exploitation totalement libre de droit, et d'une certaine manière se manifeste comme étant le pionnier. Oui, je sais, c'est pas complètement exact, mais là on n'a pas le temps et en plus je suis nul sur le sujet. Mais le point de départ, c'est l'open source, cette démarche consistant à produire du code à très large échelle à plusieurs et à le partager avec tout le monde sans aucun droit d'utilisation autre que celui de refaire bénéficier à tout le monde les modifications que vous y faites. Ça, c'est une révolution radicale. Elle part d'un endroit, elle part d'un nom, c'est Linus Torvalds. Quand Satoshi Nakamoto non seulement publie son white paper qui est lisible par tout le monde, sans aucun droit, et publie l'architecture qui permet de développer un système de cash électronique en pair à pair sans aucune institution centrale de confiance, il ne demande la permission à personne. Quand un jeune gamin qui sort totalement de nos codes culturels, qui s'appelle Vitalik Buterin, Canadien d'origine russe, lance à l'âge de 19 ans son projet Ethereum de machine virtuelle mondiale et lève l'équivalent de 18 millions de dollars pour financer ses développements, il ne demande la permission à personne. Et quand enfin, en 2016, une bande de fous furieux, dont un Français, ils sont 3, cela dit, donc ils ne sont pas quand même une bande très très développée, décident de monter l'équivalent, je dis bien l'équivalent parce qu'on n'a pas compris ce que c'était, d'un fonds d'investissement avec The DAO, et lève en quelques semaines l'équivalent de 160 millions de dollars sans aucune thèse d'investissement, sans aucun limited partner, sans aucun contrat et sans aucun agrément d'aucune autorité monétaire qu'elle soit, ils n'ont demandé la permission à personne. Et ça, je pense que c'est pour le coup un des défis éducatifs phénoménaux qu'on va devoir inclure dans cette démarche très très empathique, en leur montrant qu'ils peuvent changer le monde, ils peuvent le faire tout seuls, mais que pour le faire, il va falloir qu'ils aient confiance, qu'ils s'appuient sur nous et qu'ils se soient nourris de ces fondamentaux. Ouais, je suis 100% d'accord. Et en plus, je pense que là, on se l'est joué, tout ça fait peur, et notamment à notre génération. Mais c'est quand même, je veux dire, toutes ces nouvelles technologies, c'est une accélération de l'accès à tous les savoirs pour tous, qui est extraordinaire. Quand on parle effectivement de l'enjeu de l'alphabétisation numérique, c'est s'assurer que tout le monde a la capacité à aller chercher tout ce qui est disponible. Mais en même temps, je veux dire, c'est extraordinaire de voir
à quel point tout ça permet d'avoir accès aux meilleurs profs de MIT, à ceci, à cela, et en matière d'éducation, à énormément de savoir. Et aussi, c'est un moment, une question de prisme et d'accepter le changement de notre part, et de prisme positif ou négatif. J'entendais Philippe tout à l'heure parler des selfies comme étant la plus grande pollution de données. Tout le monde devient des Sophie Calle en puissance. Enfin, je veux dire, il y a une manière complètement positive de le voir et se dire chacun devient un instrument de sa propre représentation. Et c'est bien ce que fait Sophie Calle en étant dans les plus belles, avec des expositions magnifiques. D'accord, mais dans ces cas-là, il faut leur rappeler qui était Warhol et ce que Warhol avait annoncé. C'est juste le recul nécessaire. Mais je suis d'accord, mais encore une fois, à tous les moments, on a aussi un levier extraordinaire que sont ces nouvelles technologies qu'il faut qu'on accompagne. Il faut de la pensée critique, il faut effectivement remettre la philosophie, l'histoire. Mais elle y est, hein. Je veux dire, les cours, ils existent. À un moment donné, c'est comment faire en sorte de recréer de l'appétence pour ces disciplines. Parce que les disciplines, elles sont là. C'est l'appétence qui n'est plus là. Donc l'enjeu de l'enseignement, l'enjeu de l'éducation, c'est bien de recréer de l'appétence. Aujourd'hui, la perception de toutes ces nouvelles technologies et du smartphone dans la poche, c'est en fait, j'ai en permanence du loisir et du divertissement à portée de main. Et c'est ce règne du loisir et du divertissement. Donc comment est-ce qu'on recrée l'envie et l'appétence pour l'apprendre et pour la transmission? Ça, c'est le véritable enjeu. Et c'est le véritable enjeu, encore une fois, je le dis, de la communauté apprenante. Et la communauté apprenante, c'est absolument chacun d'entre nous, dès lors qu'on est parent, dès lors qu'on est intervenant, professeur, etc. Ça fait partie de nos missions fortes. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur les profs. Le fait que certains de tes élèves te disent « il est important que tous suivent le cours de ce professeur-là », là c'est pareil, on peut essayer d'accompagner une révolution culturelle au sein de notre chère éducation nationale pour permettre, je dis bien permettre, pas forcément encourager, mais permettre la starification avec tous les guillemets qui vont bien de certains profs. Reconnaître que certains profs ont des capacités de transmission, d'inspiration et d'entraînement qui sont supérieures à d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, ça veut juste dire qu'eux ont une portée et un potentiel qui est supérieur. Et pour ça, il faut s'affranchir d'un vieux proverbe japonais qui dit que le clou qui dépasse appelle le marteau. J'ose pas conclure là-dessus et j'ai l'impression qu'il nous reste du temps pour une très courte dernière question en face de moi. Je peux... Voilà. Merci. Une question du lien entre l'enseignement et l'entreprise. Merci. Je voudrais faire le lien entre l'enseignement et l'entreprise, parce que du coup, si j'ai bien compris tout à l'heure, Madame Lalou disait l'intelligence collective, elle est supérieure à l'intelligence individuelle, ce à quoi je pense qu'on peut tous à peu près souscrire en toute bien-pensance. Et dans l'entreprise, du coup, ma question s'adresse aux deux personnes, Madame Stanton et Monsieur Devost. Du coup, est-ce que vous souscrivez à cela? Première partie de la question. Deuxième, comment mesurez-vous et valorisez-vous l'intelligence collective versus l'intelligence individuelle dans l'entreprise, au sein des entreprises dans lesquelles vous travaillez? Et troisième partie, quelle utilisation des technologies en faites-vous, du coup, pour vous aider à se faire? Ça paraît ambitieux pour une dernière question. En 240 mots. En 280 caractères. 80. Donc moi, je vais déjà essayer de répondre sur le thème. En fait, dans l'entreprise, on essaye vraiment aujourd'hui, en tout cas moi, j'essaye de ressusciter la créativité au sein des équipes. Et donc pour moi, il y a forcément des forces individuelles. Mais ce qui fait vraiment le pouvoir, enfin, ce qui donne toute la force, c'est quand les gens travaillent ensemble, collaborent, co-créent. Et d'ailleurs, on ne le fait pas qu'entre nous, au sein de l'entreprise, entre collègues, on le fait aussi avec nos clients maintenant. C'est une nouvelle manière, en fait, de travailler avec nos clients. Il est très rare qu'on vende des solutions, en fait, à d'autres entreprises, sans avoir eu une phase avec eux de réflexion, de partage de connaissances de ce qu'on a fait pour d'autres clients, de leur montrer concrètement ce qu'on est capable de faire et de co-créer avec eux sur comment ça s'applique dans
leur industrie, dans leur domaine, en relation avec leur propre process, leur éthique. Tout ça est pris en compte voilà, dans l'intelligence artificielle qu'on peut mettre dans une machine. Et en termes de créativité, moi je suis convaincue en tant que leader qu'il faut vraiment que les équipes co-créent et travaillent ensemble pour arriver à avoir une émulation, à avoir un engagement des employés. Philippe Devost. Le collectif en entreprise, c'est une... Dans ma compréhension et dans la manière dont j'essaye de le vivre dans ma mission actuelle chez Léonard, dans le groupe Vinci, c'est de trouver l'équilibre dynamique qui n'est pas toujours facile entre l'autonomie et la permission. Ce qui suppose, pour que ça marche, qu'il y ait un très grand degré de partage, c'est-à-dire qu'on sache ce que les gens font tout en les laissant complètement faire. Moi, très souvent, mon équipe me demande mon avis sur tel ou tel sujet. Je ne sais pas si Mathieu est encore dans la salle. Mathieu, lève la main si tu es encore là. Voilà, donc Mathieu a pris la permission et l'autonomie d'aller ailleurs, c'est très bien. Quand de temps en temps, il me demande s'il peut faire ceci ou cela, je lui demande de m'expliquer éventuellement si j'ai rien compris. Et dans 90 cas sur 100, la réponse est « écoute, tu sais bien mieux que moi ce qu'il faut faire, vas-y ». Ça, c'est la première chose. Ça, évidemment, ça ne marche. Ce type d'autonomie et de permission, ça ne peut fonctionner que si vous avez une mission extrêmement claire dans laquelle les gens se reconnaissent. Et une des prochaines choses qu'on va faire dans l'équipe Léonard, qui est en train de croître à toute vitesse, c'est d'écrire notre propre manifeste. J'ai fait comprendre à l'équipe actuelle qui serait probablement largement minoritaire à la fin de l'année prochaine et que donc ils ne reconnaîtraient pas le projet dans lequel ils sont partis. Le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils s'y reconnaissent, c'était d'écrire eux-mêmes la charte de ce qu'ils voulaient faire et de ce qu'ils voulaient qu'on fasse ensemble. Donc la mission et la compréhension de ce pourquoi on est là, du sens de ce qu'on fait, est fondamentale. Et ça marche évidemment enfin si vous êtes capable de recruter des gens qui sont meilleurs que vous. C'est une exigence. C'est très difficile à vivre parce que quand vous avez été formaté dans le contrôle, vous vous apercevez que ça va être un peu râpeux, ça va vous demander de vous remettre en question. Et vous, votre rôle de leader, c'est à ce moment-là, de les inspirer, de les motiver et d'être en support et en soutien en permanence. Quand j'ai rejoint cette équipe début septembre, je leur ai dit, écoutez, pendant un mois, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous challenger sur ce que vous faites, je vais apprendre à courir à côté de vous, déjà. Et surtout pas à vous dire, on va changer de direction. Maintenant que je sais courir à côté de vous, je vais commencer à vous pousser, à vous aider, à vous filer les vitamines. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on sera tous en mouvement dans la même direction, en exécution de ce qu'on est en train de faire maintenant, on fera des pauses et on se posera la question d'où on va après. Et tout ça ne peut marcher que si vous avez une mesure et une perception juste de la manière dont vous allez traiter l'échec. Parce que tout le monde ne va pas arriver à suivre, tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce que vous voulez faire. Et il va falloir prendre des décisions de se séparer qui ne soient pas vues comme des échecs ni d'un côté ni de l'autre et qui ne soient surtout pas vues comme des jugements de valeur sur la qualité des personnes. Et ça, c'est très difficile, encore une fois, dans un environnement culturel que j'aime beaucoup, dont je suis issu, mais qui a ses limites, qui est l'environnement français, dans lequel, quand vous avez échoué quelque part, c'est que vous êtes nul. Et je vais prendre un exemple pour terminer. Dans les programmes qu'on a lancés, on a un programme d'intrapreneuriat dans lequel on permet à une dizaine de salariés du groupe Vinci de se lancer dans quelque chose qui dépasse le rôle dans lequel ils sont et le métier dans lequel ils sont, et de venir éprouver leur projet de nouvelle activité, de nouveau business, que celui-ci soit interne ou externe. On a 2 phases de 4 mois, une première phase d'incubation dans laquelle on les aide à affiner leur projet, et une phase d'accélération dans laquelle on les aide à le construire. En phase d'incubation, ils passent 20% de leur temps sur leur projet. Ils sont encore assez présents dans leur business unit. En phase d'accélération, ils sont à 100% sur le projet et l'équivalent de leur salaire et de leur rémunération est pris en charge par Léonard. Il faut bien comprendre qu'à chacune des étapes, la sélection initiale qui a eu lieu mi-juillet, puis l'étape où on passe d'incubation à accélération, puis l'étape finale où on fait un business ou pas, sont des étapes dans lesquelles il va y avoir que certains ne franchiront pas. Et moi, mon enjeu, c'est d'être en lien permanent avec leur patron pour leur expliquer qu'il va falloir sauver des soldats Ryan et que ça fait faire partie de leur mission
et que si jamais ça échoue, c'est eux qui porteront la responsabilité. Merci beaucoup. Nous allons terminer donc sur le soldat Ryan.